chers téléspectateurs. Vous suivez le premier numéro de la 3e saison de votre émission préférée, Histoire d'école. Aujourd'hui, nous sommes au groupe scolaire Les Pédagogues avec ce charmant public que vous voyez, n'est-ce pas? Et avec ces deux invités de marque. Il s'agit donc du directeur, Monsieur Barandiaï, qui est en train de faire, je devrais dire, un parcours extraordinaire. Donc, dans l'éducation, dans le système éducatif. Il est hygiène, inspecteur général donc de l'éducation. Il est docteur en histoire et il a été le proviseur donc du lycée Ngalandou Diouf. Aujourd'hui, il est le directeur du groupe scolaire Les Pédagogues. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Bonjour, Monsieur Sarr. Nous sommes aussi avec Madame Ndeye Bercy Kane Camara, Madame Camara, qui est psychologue conseillère au niveau du centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Pikine Guédiawaye. Bonjour Madame Kane. Bonjour Monsieur Sarr, très heureuse de participer à cette émission. C'est aussi un plaisir pour nous donc de vous recevoir sur notre plateau et c'est aussi un très grand plaisir de vous retrouver, vous téléspectateurs. Ça, c'est votre émission et nous allons encore y aller pendant une année scolaire entière en raison donc d'un numéro chaque mois. Aujourd'hui, nous allons donc commencer par rendre un hommage. Un hommage à une personne spéciale pour moi et pratiquement pour tous ceux qui sont passés par Fatick. Il s'agit donc de Cheikh Tidiane Niang. Cheikh Tidiane Niang qui a été mon professeur d'histoire géo. Cheikh Tidiane Niang qui a eu toutes les générations donc de Fatick pour avoir été professeur d'abord au CM Khan Ndofène, ensuite au CM3, après il a été professeur au lycée, il a été principal du CM Khan Ndofène Diouf et maintenant il a pris sa retraite juste au début donc de l'année scolaire et d'ailleurs la population, toute la population de Fatick l'a bien fêté et nous sommes très contents pour ça. Donc nous le remercions encore pour tous ses services rendus à l'éducation nationale et surtout à la ville donc de Fatick. Nous allons donc démarrer comme d'habitude avec un film que nous avons tourné ici au groupe scolaire Les Pédagogues. Donc on va revenir dans quelques minutes sur le plateau et reparler des problèmes qui ont été soulignés dans ce film-là. Dans un ouvrage qui est intitulé Le Mandat, Ousmane Sembène affirme que l'honnêteté est devenue un délit au Sénégal. Il considère que dans une société où on considère que la fin justifie les moyens, les acteurs ont tendance à utiliser toutes les combinaisons possibles pourvu que ça leur permette simplement de satisfaire des intérêts personnels. En remettant en cause les valeurs morales, en faisant fi des principes éthiques qui devraient guider l'action humaine. Il se trouve évidemment que dans nos sociétés, les piliers qui étaient là et qui devraient accompagner l'individu de manière à imprimer à sa conduite une orientation voulue, ces piliers sont en train de s'affaisser les uns après les autres. La famille, qui était la cellule sociale de base, à l'intérieur de laquelle on préparait l'individu à développer des compétences de vie, savoir-être, savoir comment se tenir en public, comment entretenir des relations avec les autres, comment gagner honnêtement sa vie. Non, j'ai une meilleure qualité. Il se trouve Maman, c'était prévu, tu as perdu le tien l'année dernière. dans certaines localités, Je n'ai pas perdu, on cette me l'a famille volé. a tendance à démissionner. C'est ta meilleure Deuxième amie chose qui qui t'a volé. semble importante, c'est la communauté. Sacré Il se d'abord. trouve que dans la communauté, Elle il y était avait un habituée des contrôle sur films, le jour où on l'individu l'a qui était pris. un contrôle Ça, c'est important. vraiment pas bien passé. Les États-Unis et l'URSS. Mais à un moment donné, chaque puissance a voulu développer une idéologie qui était contraire à l'autre. À savoir que les États-Unis voulaient développer le capitalisme libéral. Awa, Daba, sortez mon téléphone portable. C'est vous qui l'avez pris. Oh là, qu'est-ce qui se passe entre ces trois-là? Monsieur, l'une d'entre elles a pris mon téléphone portable pendant la récréation. Ah bon? Vous perturbez mon cours? En plus de ça, vous allumez vos portables. Vous savez pertinemment que c'est interdit par le règlement intérieur. Je l'éteins toujours pendant les cours, mais je l'avais allumé durant la pause pour voir si maman a essayé de m'appeler. On va vérifier si l'une d'entre elles a le portable ou pas. On dirait que ça sonne. Alors toi aussi, sors le portable.
Toi aussi. Maintenant, vous volez des portables. Toi aussi. C'était juste une blague. Ça fait grave. Vous trois, donc, attendez-moi là, Mais c'est moi, je n'ai rien fait. c'est vous tous. Je vous ai vu bavarder, ensuite le téléphone a sonné. Donc, vous êtes des complices. Allez-y. On ne joue pas avec ça. Donc, on continue. On a été à la division entre les États-Unis et l'IRSS. Et cette division-là va se concrétiser avec ce que l'on appelle la guerre froide. Ce jour-là, j'ai eu très peur. Mais j'étais content de savoir que c'était elle, l'auteur des vols dont on parlait ce soir. Mais Awa, il faut avouer aussi que tu ne sais pas choisir tes amis. Tu as oublié comment elle était jusqu'à t'interdire de fréquenter deux de tes amis? Simon et Seydou ne sont pas mes amis. Tu es de tout ça. Ce sont juste mes camarades de classe. Et puis, c'est l'année dernière qu'ils ont changé négativement. D'ailleurs, Simon est revenu sur les rails depuis que sa maman est venue à l'école. Oui, entrez. Bonjour, Monsieur Senghor. Bonjour, madame. Je suis la maman de Simon Cham, de la classe de 3e C. Je suis venue au Sénégal pour un séjour d'une semaine et j'ai voulu en profiter pour vous encourager, vous remercier et vous féliciter. Je rends grâce à Dieu, madame. Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises pour les problèmes de votre fils. Ces problèmes? Parce qu'il a des problèmes? Sa scolarité n'a pas été payée depuis 3 mois. Il nous avait dit que vous avez subi une opération chirurgicale et depuis un mois on n'arrivait pas à vous joindre et que personne ne venait répondre aux convocations qu'on lui remettait. Eh bien, nous étions obligés de le renvoyer. Il n'a pas fait cours depuis un bon bout de temps. Madame, attention, je vais asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vois que vous êtes encore dans un état fébrile après votre opération. Quelle opération, M. Senghor? Vous parlez d'opération? Je vais le tuer, ce malfrat. Il a osé me faire ça pendant que je me tue à l'extérieur pour lui. Il reste là à faire le malin. Tu te rends compte? Pourtant, ce matin, on a pris le petit déjeuner ensemble avec sa grand-mère avant qu'il ne prenne son sac pour me dire qu'il vient à l'école. C'est vrai que je le vois souvent rôder autour de l'école avec son sac. J'imagine là où il doit être en ce moment. Il fréquente une salle de jeu pas loin d'ici avec sa petite bande. Attendez, je vous y amener. Depuis ce jour, il n'arrive plus en retard. Et il a toujours parmi les 5 meilleures notes. D'ailleurs, je me demande s'il aurait eu son BFM si cet épisode n'avait pas été. Nogué aussi a eu cette chance. 2 semaines après l'épisode de son portable volé, elle a vécu la pire humiliation de sa vie.
Lève-toi, Nogué. Lève-toi, j'ai dit. Je te demande de te lever. Ramasse-moi ça, j'ai dit. Quoi? Si je les ramasse à ta place, donne-moi ça aussi. Parfait. Ouais. Elle a recopié le cours et les corrections d'exercice. Donne-moi ta copie. S'il vous plaît, si ma mère entend ça, elle va me tuer. Non seulement tu as un 0 et je vais convoquer tes parents. Monsieur, si ma maman entend ça, elle va me tuer, monsieur. Regardez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, pas de me Lève-toi. Combien de fois est-il ici que je préfère l'élève qui me rend une copie vierge que l'élève qui triche? Combien de fois je l'ai dit? Monsieur, plusieurs fois. Tu sors, tu m'attends à la surveillance. Pardon, monsieur. Monsieur, même le prophète pardonne. Tu te lèves et tu m'attends à la surveillance. Tu m'attends à la surveillance, j'ai dit. Monsieur. Ne perds pas tes camarades qui sont en train de comprendre. Monsieur. 2 jours après, il est revenu à l'école accompagné de sa mère avec un bras plâtré. Ah bon? Apparemment, sa mère l'a bien lâché. Elle l'a sacrément blessée, oui. Et elle a eu de la chance de se rectifier tôt. Mais elle n'est pas comme Seydou, qui a été renvoyé à 2 mois des examens par le directeur. Donc, il n'a pas fait son devoir? Non, pas du tout. Non, ce directeur est quand même trop sévère. Je trouve aussi, oui. D'ailleurs, il est passé dans notre classe pour dire que c'était une mesure préventive et dissuasive pour les autres. Et j'avoue que Seydou a fait fort ce jour-là. C'est le jour où on l'a pris en train de fumer dans les toilettes de l'école? Non, pas du tout. Ce jour-là, son père a pu gérer la situation, mais plus tard, il a dépassé les bornes largement. Ah bon? Viens ramasser ton sachet. C'est quoi ces façons? C'est à toi que je parle, non? T'as pas entendu ce que j'ai dit? Monsieur, je suis pas là pour ramasser des ordres. Ah bon? Sors de cette classe! Monsieur, je ne peux pas sortir à cause de ça. Je paye mon argent pour apprendre. Ah bon? Tu payes rien pour attendre toi. Viens! Seydou, encore toi? Tu es fou? Indiscipliné. D'ailleurs, tu dois dire adieu à tes camarades. Car ce sera non seulement ton dernier jour ici à l'école, mais c'est à la police que tu vas terminer l'année. Allez, tu me suis. Suis-moi. J'ai bien entendu votre conversation. Vous avez dit que Nogué s'en est tiré avec un plâtre au bras. Mais vous, je vous préviens. Si on me convoque à l'école pour ce genre de bêtises, je vous jure que je vais vous tuer. Cette année, on va partir avec les mêmes règles que l'année dernière. Pas de téléphone durant toute l'année scolaire. Si vous avez une urgence, allez voir vos surveillants et ils pourront m'appeler. 1 heure d'internet pour chacun d'entre vous et avec la machine là que je vous ai réservée. Est-ce que c'est clair? Oui, maman. Hein? Oui. C'est clair? Oui. Pas de retard. Pas de mauvaise fréquentation. Pas d'indiscipline à l'école. Hein? Continuez votre vérification. Et après, vous allez me dire ce qui manque.
Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante dont nous puissions disposer pour changer le monde. Nous venons de le voir ensemble, ce film qui a été tourné ici avec ces élèves que vous voyez, parmi lesquels il y a Mame Diarra Samb, n'est-ce pas? Mohamedou Mokhtar Diop, Monsieur Babacar Senghor qui est surveillant ici, hein? Jules Charles Tendin, Monsieur Jules Charles Tendin, votre directeur dans le film, ok, qui est responsable aussi du CDI où nous sommes en train donc de tourner ce numéro de votre émission Histoire d'école. Encore des applaudissements pour ces enfants. Donc, et vous, chers élèves, étudiants, enseignants, parents qui voulez tourner dans le prochain numéro, vous pouvez aussi donc nous appeler ou bien nous envoyer un mail à travers donc ce mail qui s'affiche à l'écran. Ok, ou à travers notre page Facebook. Ce sera toujours un plaisir donc de lancer dans ce bain-là les élèves, les étudiants et les enseignants. Maintenant, on va permettre à nos deux invités de donner une première réaction après ce qu'on vient de voir. On commence par notre psychologue conseillère, Madame Ndeye Bercy Kane, Madame Camara. Oui, votre réaction par rapport à ce qu'on vient de voir. Voilà, Monsieur Sarr, ce qu'on a pu constater dans le film, c'est que le film a relaté beaucoup de phénomènes qui se déroulent souvent dans les établissements, à savoir l'indiscipline, la violence quelquefois, la tricherie, le sens de la responsabilité, mais aussi le film a permis de montrer l'importance du rôle que peuvent jouer les parents au niveau de l'encadrement des élèves. Merci beaucoup, donc Madame Camara. Monsieur le directeur, Monsieur Ndiaye. Alors, merci. Le film est intéressant parce qu'il relate des situations qui sont souvent perçues dans les établissements. Donc, c'est 4 thèmes, en fait, 4 thématiques sur la violence, sur l'indiscipline, sur la triche et sur l'absentéisme. Donc, c'est des questions que nous vivons tous les jours dans les établissements et qu'il faudrait peut-être essayer de régler. Ah, donc, c'est un film extrêmement intéressant parce qu'en un laps de temps, il nous a permis de passer en revue des problèmes extrêmement importants qui gangrènent aujourd'hui les établissements scolaires. Merci beaucoup, directeur. Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant la parole à notre charmant public. À la vision de ce film très intéressant, je m'adresse d'abord aux parents, car c'est à eux de prendre leurs responsabilités par rapport à l'éducation de leurs enfants. Si je prends l'exemple de Madame Badiane, elle était certes à l'étranger, mais ça n'aurait pas dû l'empêcher d'assurer la suivi de la scolarisation de son enfant. Et aussi, je m'adresse aussi aux élèves. J'en fais partie. C'est à nous de prendre nos responsabilités, car ce que les parents font, ce n'est pas pour eux, mais pour nous, pour assurer notre avenir. Donc c'est à nous de prendre notre destin en main et de savoir que l'éducation, c'est la base de tout. Je vous remercie. Après avoir visualisé le film, j'ai eu un constat, c'est que aujourd'hui l'école fait partie intégrante de l'éducation des élèves parce que nous passons plus de temps à l'école presque qu'à la maison parce que de 8h à 17h on est ici, donc du coup quand on est à la maison on n'a même pas le temps de discuter avec les parents, donc l'environnement scolaire participe à l'éducation des élèves, donc c'est important. Mais comme on l'a constaté dans le film,
il y a beaucoup de mes camarades, par exemple, qui sont comme moi, au lieu d'aller à l'école, ils fuient. Ils font l'école buissonnière pour aller dans les salles de jeu ou bien au niveau des terrains de football, etc. Et ils oublient que l'éducation est primordiale pour l'enfant. Donc je lance un appel pour tous les élèves, tous les garçons de mon âge, ainsi que toutes les filles, qu'ils doivent d'abord, comment dirais-je, se concentrer sur les études avant de faire autre chose ou bien de suivre leur passion. Donc merci beaucoup. Après la visualisation du film, j'ai pu remarquer que, certes, comme l'a dit mes camarades ici présents, Mame Diarra d'abord, elle nous a bien dit que l'éducation, c'est bien les parents qui doivent veiller à ça. Mais les parents ne peuvent pas tout le temps être derrière nous. Nous sommes d'abord des élèves et nous sommes matures. Nous devons d'abord nous prendre en charge, parce que, on peut dire les élèves de l'élémentaire peuvent des fois de temps à autre faire quelques bêtises, mais nous, en tant qu'adolescents et avenir de demain, avant quoi que ce soit, nous devons d'abord avoir une certaine maturité avant de faire certaines choses. Comme Martha l'a dit tout à l'heure, il a bien dit que... comment dire ça? Il a dit que au lieu de faire l'école buissonnière, il y a deux choses plus importantes. Parce que nos parents se tuent du matin au soir à aller au travail et à chercher de l'argent. Des fois même, ils ont un peu de retard pour leur paiement, mais ils font tout pour le payer à temps avant qu'on ne nous renvoie. Donc, ce n'est pas vraiment essentiellement la faute des parents, mais la faute à nous élèves qui ont une petite maturité comme celle des enfants de primaire. Merci. Voilà, justement, je voudrais quand même parler dans un autre niveau par rapport au film en général des acteurs. Ce que je pourrais appeler des apprentis acteurs. Ils ne sont pas des professionnels. Si vous voyez, on a essayé de retracer tout simplement ce qu'on a l'habitude de voir au niveau scolaire. Mais vous verrez qu'il y a un peu de faille au niveau des activités qu'on mène au niveau de l'école, surtout concernant les élèves. Un des intervenants a parlé aussi de la fréquentation des salles de jeu aux alentours de l'école. Effectivement, là aussi, je pense que concernant la population aussi, l'environnement aussi de l'école doit être assaini. Parce que une école, là où est implantée une école, et on implante au niveau des alentours, juste à côté des salles de jeu, ça aussi, on doit quand même essayer de voir comment résoudre ce problème. Parce que les élèves vont fréquenter ces salles de jeu. Il y a d'autres éléments concernant le comportement des élèves à l'intérieur même de l'école. À l'intérieur de l'école, il y a une indiscipline, mais tout le monde doit mettre la main à la pâte, que ce soit les parents d'élèves, le personnel administratif et aussi les enseignants. Ah oui, M. Senghor et ces élèves-là, en plus d'avoir été donc de très bons acteurs, ils nous ont vraiment régalé avec ces idées-là. On en avait vraiment besoin, le système éducatif en a vraiment besoin et nous vous remercions donc au nom de tous les acteurs du système éducatif. Donc on revient maintenant à nos deux invités, mais juste avant, on va aller faire un tour donc pour remercier quelqu'un, donc un groupe, il s'agit du groupe CCI Afrique. Donc ce groupe-là qui aujourd'hui nous a permis donc de tourner ce numéro de votre émission Histoire d'école. Donc ils nous ont accompagnés dans les saisons précédentes et aujourd'hui ils nous accompagnent encore. Vraiment un grand merci donc à ce groupe et à son PDG, monsieur Mamadou Salif Sow. Histoire d'école qui vraiment nous a beaucoup plu. C'est pour cela nous l'avons accompagné depuis maintenant 2 ans. Et cette année aussi, nous revenons pour vous accompagner, pour vous dire que vous trouverez toujours en CCI Afrique un collaborateur sincère, un collaborateur qui accompagne cette nouvelle façon d'éduquer les jeunes, d'éduquer les parents à travers cette émission Histoire d'école. Depuis plusieurs années, plus de 10 ans maintenant, nous œuvrons dans le cadre de l'orientation, de l'accompagnement, de la formation des jeunes élèves et étudiants qui souhaitent partir étudier à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Pour le retour des étudiants africains
en Afrique pour servir les pays africains, mais aussi faciliter leur insertion dans le marché de l'emploi. Le groupe CCI Afrique est devenu une véritable plateforme dans laquelle nous sommes aujourd'hui représentés présents au Sénégal, avec une quarantaine d'employés, en Guinée avec une trentaine d'employés, au Mali avec une dizaine d'employés, à Paris, plus dans les régions du Sénégal, pour que tous les parents d'élèves puissent accéder à l'information. C'est pour cela que le groupe CCI Afrique a décidé de décentraliser d'abord au Sénégal, mais un peu partout en Afrique, mais aussi de s'installer à Paris pour pouvoir accueillir les étudiants africains avec leurs parents qui arrivent fraîchement en France, pour qu'ils puissent être en tout cas orientés au niveau du logement, au niveau des formalités administratives. Vous savez, pour ce qui concerne la France, il y a toute une procédure à travers les démarches Campus France, les entretiens pédagogiques, et tout cela, aujourd'hui, le groupe CCI Afrique, à travers des experts, à travers des conseillers pédagogiques que nous avons au sein du groupe, qui peuvent aujourd'hui orienter les élèves, les préparer à ces entretiens pédagogiques, le choix des filières, le choix des universités, pour que les parents et les élèves puissent être satisfaits. Pendant 9 mois, chaque élève ou chaque étudiant qui est candidat à CCI Afrique a droit à une dizaine de séances de formation. Dans ces formations, ils auront toutes les questions possibles qui peuvent leur permettre aujourd'hui de comprendre c'est quoi le projet d'études, le projet professionnel, les motivations, le choix des filières. Depuis une dizaine d'années, nous sillonnons un peu partout et nous avons permis à une dizaine de milliers de jeunes aujourd'hui d'aller étudier en France, aux États-Unis, au Canada. Et ça me fait plaisir quand je me promène un peu partout en Afrique, de retrouver ces jeunes que le CCI a accompagnés par le passé, occupés des postes de direction, de responsables au niveau de certains services. Donc ça fait toujours plaisir. Vous savez, moi, ma mission, c'est d'être au service de l'éducation des jeunes. C'est pour cela, Histoire d'école, j'ai décidé d'accompagner cette émission parce que je pense qu'il faut éduquer les jeunes, il faut accompagner l'État du Sénégal, et nous nous réjouissons récemment des nouveaux accords que le gouvernement du Sénégal a signés avec le gouvernement français qui augmente le nombre de visas d'études pour le Sénégal. Ça, vraiment, je voudrais saluer les actions du président de la République, son Excellence Macky Sall, et de son Premier ministre, Boun Abdallah Dionne. Donc ils sont là et ils sont dans les préinscriptions et dans tout ce qui est donc orientation aussi. Donc c'est la spécialité d'ailleurs de notre psychologue conseillère qui est aujourd'hui avec nous, et j'en profite pour vous interpeller, Madame Camara. Oui, ce qu'on a vu aujourd'hui, les rapports, on a vu des rapports un peu compliqués entre les élèves et les enseignants, entre les élèves et les parents aussi. Rapport heurté entre enseignants, élèves et aussi entre parents et enfants. Mais il faut d'abord que les règles soient établies. Il faut, par exemple, au sein de l'établissement, qu'il y ait des règles qui sont établies et qui doivent être respectées aussi bien par les élèves que le personnel administratif. J'ai vu dans le film tout à l'heure que lorsque un élève a commis une faute, l'enseignant a essayé de le remettre en ordre et surtout de le sanctionner. Parce que si un élève commet une faute, il suffit de le sanctionner, mais aussi de lui dire pourquoi il ne devait pas commettre cet acte-là. Et surtout le remettre dans l'ordre. C'est un élève qui a amené un téléphone portable, par exemple. C'est vrai que dans le règlement intérieur, il est interdit d'amener un téléphone portable. Mais c'est sûr que tous les élèves ont leur téléphone portable. Il suffit de regarder leur sac pour savoir qu'ils ont leur téléphone. Mais ils doivent savoir quelles sont les heures qu'ils doivent l'utiliser. Et pourquoi ils ne doivent pas l'utiliser en classe? Parce que si ça sonne en cours, ça perturbe. Ceux qui étaient en train de suivre le cours ne pourront plus suivre. Le prof, s'il était en train de développer une idée, peut-être la sonnerie du téléphone pourra le déranger. Donc il faut que l'élève sache pourquoi il ne doit pas commettre cet acte-là. Les élèves qui étaient en train de tricher aussi, il faut que les enseignants leur disent pourquoi, vers quoi va leur mener la tricherie. Parce que si c'est un élève qui est déjà adepte à la tricherie, c'est sûr que s'il ne se remet pas,
il va continuer ses mauvaises habitudes, il va les continuer jusqu'au niveau de l'université et peut-être même jusqu'au dans le milieu professionnel. On peut dire que ce ne sera pas quelqu'un qui aura une bonne moralité dans le milieu professionnel. Donc ce sont des choses qu'on doit apprendre à l'élève. J'ai bien aimé l'intervention du jeune élève quand il disait que c'est vrai que les professeurs ont leurs responsabilités et les parents aussi, mais eux, élèves aussi, ils ont leurs responsabilités dans l'histoire. Parce que on doit leur inculquer des valeurs dès le bas âge. C'est vrai qu'il y a des leçons comme, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, morale, éducation à la morale et autres, instruction civique, mais ces leçons-là doivent permettre aux élèves de connaître ce qui est l'engagement. Un élève qui connaît le sens de la responsabilité, comment il doit utiliser le téléphone portable, comment il doit se comporter en classe, c'est sûr que cet élève-là, il peut ne pas avoir de problème avec son enseignant. Mais les enseignants aussi, la manière dont ils vont, disons, entre guillemets, corriger un élève. Parce que si un élève aussi commet un acte répréhensif, il ne suffit pas seulement de lui crier dessus devant ses camarades. C'est vrai que ce sont des élèves, mais ce sont encore des enfants. Donc toi, je te dis que tu n'es pas encore mature. Un adolescent, c'est toujours un enfant et surtout qui est en train de subir une crise. Donc cette crise qu'il est en train de subir peut lui permettre d'avoir certains comportements qui peuvent mener même jusqu'à la violence. Donc si le professeur l'interpelle devant ses camarades, il peut avoir une réaction négative. Peut-être que si le professeur lui dit calmement, voilà, tel, tu ne dois pas te comporter ainsi, ou bien tu m'attends, comme il a fait tout à l'heure, tu m'attends à la surveillance. Maintenant, ils pourront discuter ensemble. Mais s'il le fait devant les autres camarades, c'est sûr qu'il va réagir négativement. Donc, aussi bien les élèves que les enseignants ont des responsabilités. Maintenant, ça, c'était du côté des élèves et des enseignants. Du côté des parents aussi, tout le monde sait que la famille, c'est la cellule de base. C'est à travers la famille que l'enfant doit connaître les valeurs qu'il doit plus tard développer, comme le savoir-être, le savoir-parler et surtout le savoir-faire. Donc la famille était la cellule de base, mais de plus en plus on se rend compte qu'il y a une dislocation même de cette cellule de base-là. Certainement, certains parents vous diront qu'ils n'ont pas le temps de gérer l'éducation de leurs enfants. D'autres vous diront, moi je suis débordée. J'ai 3 enfants, 4 enfants, je n'arrive pas à gérer. Donc ce qui fait que la plupart du temps, certains parents démissionnent. Ils n'encadrent pas bien les enfants et ce qui peut amener aussi des rapports qui peuvent être heurtés. Parce que si l'enfant n'est pas bien encadré au sein de la famille, ce qui peut arriver, c'est qu'il va développer ce comportement-là même au niveau de son établissement. Vous avez tout à fait raison. Et bon, là, je vais interpeller un peu donc, les parents d'élèves. Donc, et surtout en profiter pour prier encore pour Jim Momar Cissé, le doyen Jim Momar Cissé, vraiment que la terre lui soit légère. Donc, je présente encore mes condoléances à ses parents et je demande à tout le monde éducatif de continuer à prier pour lui. Donc, il avait l'habitude de le dire que le parent ne peut pas démissionner. Il peut être amené dans certaines situations à prendre certaines décisions, donc qui peuvent sembler un peu à une démission. Vous allez me permettre déjà d'interpeller le directeur, monsieur Barandiaï, parce que vous avez tantôt parlé de sanctions par rapport donc aux enseignants, les relations entre les élèves, les enseignants, les élèves, l'administration. Donc, et là, monsieur Ndiaye, on a l'impression que parfois, au Sénégal, on ne saisit pas bien le sens de la sanction, aussi bien du côté de ceux qui doivent être sanctionnés, qu'au niveau donc de ceux qui doivent sanctionner. Merci. Effectivement, il y a un problème au niveau de la sanction. En fait, d'abord, il faudrait dire qu'une sanction, elle n'est pas toujours négative. Elle peut être positive. Sanctionner positivement, c'est encourager l'élève, etc. C'est lui dire que ce que tu as fait est bien, etc. Bon, négativement aussi, mais il y a des degrés dans la sanction. Il y a la législation scolaire qui détermine la sanction. La sanction, c'est des degrés différents. Premier degré, deuxième degré, etc. Par exemple, quand un élève en classe commet une petite bêtise, entre guillemets, normalement, le professeur ne doit pas le faire sortir. Le professeur doit le faire accompagner par le responsable de classe pour qu'il aille à la surveillance. Mais malheureusement, on constate dans l'établissement que la première sanction à prendre, c'est de dire à l'élève, prends tes bagages et sors. Or, le professeur ne sait pas que si l'élève sort dans la rue, s'il lui arrive quelque chose, c'est lui qui est le responsable. Parce que l'élève n'a pas une autorisation de sortie. Et la responsabilité de l'école est engagée, et en plus, la responsabilité du professeur est engagée.
Une sanction, c'est pas également de donner 0 tout de suite. La sanction 0, donner 0, ça doit être l'exception et non la règle. Donc là également, ça pose problème. Une sanction, c'est pas également de renvoyer tout de suite l'élève pendant 3 jours, 4 jours. Cela, il y a des textes qui réglementent la sanction. Il faudrait un conseil de discipline, et le conseil de discipline statue, entend l'élève, entend le professeur et prend la décision. Et la sanction, elle ne peut pas dépasser 3 jours. Tout cela, c'est réglementé par des textes. Parce que ces textes-là dont vous parlez, pendant tout mon parcours, et ces textes n'ont jamais été affichés donc, à la salle des professeurs ou à la surveillance ou quelque part. Donc on a l'impression aussi que c'est ce qui crée ce vide à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas les administrations qui ne jouent pas le jeu à ce niveau-là aussi? C'est moins les administrations que, par exemple, dans les écoles de formation, on enseigne la législation scolaire. La législation scolaire et le futur enseignant doit se préparer pour connaître la législation scolaire. À tous les niveaux. Par exemple, en tant que directeur, on voit souvent des enseignants qui ne connaissent pas du tout la législation scolaire, et qui s'absentent et qui téléphonent pour dire que je suis malade, par exemple. Alors que cela est réglementé. Ou bien qui disent, bon, aujourd'hui je ne viens pas, point. Or, il y a des textes qui réglementent les absences des enseignants. Ça également, ça doit être revu. Et les enseignants ont besoin de se former. Mais c'est également au niveau des directeurs en général. Parce que c'est les directeurs qui doivent mettre qui doivent donner aux enseignants les textes. Moi, par exemple, récemment ici, j'ai donné le règlement intérieur des professeurs aux professeurs. J'ai fait lire le règlement intérieur des élèves dans toutes les classes. Pour que les élèves sachent ce qu'ils doivent faire, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et ça, les élèves l'ont bien apprécié. Et évidemment, ça peut entraîner beaucoup plus de satisfaction par rapport à la discipline. Je vais vous interpeller aussi sur autre chose. C'est cette relation-là, donc surtout cette communication qui doit exister entre les parents et l'administration de l'école. Parce qu'on a vu dans ce film, ce parent, donc cette dame, qui est en train donc de débourser de l'argent chaque mois. Chaque mois, elle débourse de l'argent et l'argent donc n'arrive pas au niveau de la caisse de l'école. Est-ce que c'est un déficit de communication entre les parents qui cause cela? En fait, c'est un problème récurrent. On a énormément de problèmes à ce niveau parce que je dirais que un peu les parents sont fautifs. Parce que beaucoup de parents pensent que dès l'instant où ils ont inscrit ils ont payé les cahiers, les livres, voilà, c'est terminé. Ils ne se soucient pas de savoir si l'enfant a amené les notes, si l'enfant va à l'école, si l'enfant se comporte bien, etc. Et très souvent, il y a des surprises au bout. Mais ici, au niveau du groupe scolaire des pédagogues, nous avons trouvé des solutions par rapport à cela. Par exemple, nous avons acquis un logiciel qui nous permet de pouvoir envoyer des SMS. Donc, par exemple, quand le garçon vient en retard, une fois, 2 fois, on envoie aussitôt un SMS aux parents pour lui dire que votre enfant est venu en retard, ou bien votre enfant s'est absenté. Et donc, le parent réagit très souvent, mais très souvent aussi, il y a de ces élèves-là qui nous donnent de faux numéros de téléphone. Et ça pose problème. Le parent, il vient, il est dans tous ses grands chevaux, on lui dit qu'on vous a envoyé un SMS, voilà le SMS, voilà le numéro, il dit ça, c'est pas mon numéro. Donc les parents aussi doivent faire un effort parce que très souvent, ils viennent dire, bon voilà, moi ce matin je suis venu, c'est moi-même qui ai amené mes enfants ici, je les ai déposés devant l'établissement. Et il est étonné que plus tard, on lui dise que l'enfant n'est pas venu en classe. C'est difficile pour nous de gérer cette situation. Parce que nous gérons 1200, 1500 élèves, on ne peut pas être derrière chaque élève. Donc les parents ne doivent pas aussi démissionner, entre guillemets, et de nous laisser tout le travail. Nous ne pouvons pas tout le faire, nous ne pouvons pas être derrière chaque élève. Donc nous essayons de voir quand il y a certains élèves qui dépassent les limites, on essaie, on convoque les parents, on donne une convocation écrite, on téléphone, mais très souvent le parent dit non, je suis occupé, oui, est-ce que... Ça pose également des problèmes. Ça pose des problèmes. Bon, je voudrais peut-être réagir un peu par rapport à la réaction du directeur. Bon, c'est pour montrer que, pour dire qu'un directeur ne doit pas réagir comme ça. Mais c'est fait exprès dans le film, parce qu'un directeur ne doit pas réagir comme ça devant ses élèves. Il doit être plus calme, il doit être plus posé, il doit faire comprendre à l'enfant qu'il a commis des fautes.
Mais très souvent, comme l'a dit madame, l'enfant peut se braquer. Comme il s'est braqué contre le prof, il aurait pu se braquer contre le directeur. Donc ça, c'est des attitudes à ne pas prendre par rapport aux élèves. Qui souvent, quand ils sont dans un groupe, il y a toujours l'instinct de groupe. Ils peuvent se révolter et avoir une attitude qui n'est pas la leur en temps normal. Donc le directeur aussi doit savoir raison garder. En même temps, je parle du professeur qui, à un moment donné, s'est mis à lire un journal. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et la triche, c'est une manière d'encourager la triche. Un professeur qui surveille un devoir doit être présent, doit être derrière, circuler dans les rangées, regarder les élèves. Et il connaît aussi les élèves. Il peut même changer l'environnement de la classe au moment de faire le devoir. Donc déplacer les élèves, etc. Effectivement, effectivement. Et là, ça, je dois dire que ça rentre donc toujours dans le cadre donc de ce que vous disiez tout à l'heure, la législation, avec ces aspects du management donc de la classe et du management également de l'école. Maintenant, je vais interpeller aussi notre psychologue conseillère, donc Madame Camara. Je vais l'interpeller sur cette servitude qui existe chez les élèves. Vous allez appeler ça addiction au jeu. L'addiction au jeu, oui, on appelle cela comme cela. Bon, effectivement, l'addiction au jeu, généralement, ça peut commencer même au niveau de la maison. Donc, c'est un enfant de très bas âge qui a sa tablette, qui est en train de jouer au jeu à travers la tablette. Ensuite, il grandit, il amène son ordinateur, son téléphone à l'école et il commence à devenir addict au jeu. Généralement, c'était une addiction banalisée par les parents. Dans notre langage à nous. Il devient accro. Voilà. Mais ça aussi, il y a une responsabilité des parents. Parce qu'à quel âge devrait-on donner à un enfant soit une tablette, ou bien un téléphone, ou bien un ordinateur? Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir les moyens pour se dire que c'est mon enfant, j'ai les moyens de lui payer un téléphone, une tablette, mais aussi il suffit de savoir à quel âge il doit l'utiliser. Parce qu'un enfant qui est addict au jeu, c'est quelqu'un généralement qui risque d'être un être asocial, qui ne pourra pas vivre en communauté. Il va s'isoler la plupart du temps. Donc si c'est un parent qui n'arrive pas à déceler ça chez un enfant, ça peut lui amener des complications plus tard. Peut-être qu'il ne va plus suivre les cours et même cette addiction peut le mener vers des addictions plus graves comme l'addiction aux substances psychoactives comme la drogue, l'alcool et le tabac. Donc il y a un pas à faire entre ces deux addictions-là. Maintenant, ça c'est la responsabilité d'abord des parents, à quel âge ils devraient donner un téléphone à leurs enfants et surtout, il faut les responsabiliser par rapport à l'utilisation de l'outil informatique, par rapport à l'utilisation de l'ordinateur, du téléphone portable, de la tablette et aussi quels sont les jeux qu'il faut faire. Parce que généralement, si vous voyez les jeux, il y a un âge défini. Généralement, c'est plus de 18 ans. Mais la plupart des enfants qui utilisent les jeux Internet, ils ont moins de 18 ans. Et cette addiction-là, surtout, les mène vers les violences. Qui peuvent être plusieurs types de violences parce que souvent, les jeux, c'est des jeux où il y a des combats, il y a des luttes. Et ça favorise vraiment la violence de certains jeux. Et c'est triste, je dis que c'est triste, parce que de plus en plus, nous parents, on ne peut pas refuser ça à nos enfants, parce que c'est comme si c'était devenu pratiquement une nécessité chez nous. Certains psychologues vous diront qu'un enfant ne doit pas utiliser de tablette avant 3 ans. Mais chez nous, à 2 ans, on donne des tablettes à nos enfants pour se dire que wow, il va jouer avec et moi, je vais être libre pendant ce temps. Mais avant 3 ans, l'enfant ne doit pas utiliser de tablette. Non seulement ça va jouer sur son mécanisme de développement, parce que un enfant qui a 3 ans, il reste avec sa tablette, il n'y a pas d'interaction au niveau de son entourage. Donc c'est cet enfant-là qui est en train de grandir, qui va amener son ordinateur et au niveau de l'école même, c'est vrai qu'il y a des sanctions à prendre, mais aussi, vous-même qui êtes au niveau de l'école, vous devrez peut-être aller voir les collectivités locales pour qu'ils interdisent les salles de jeux qui sont installées au niveau des établissements. Oui. Et là, je vais interpeller le directeur, mais avant,
je vais vous demander donc avant donc de voir juste un petit extrait donc d'une interview qu'on a réalisée. En tout cas les salles de jeu. En tout cas, nous allons nous investir en tout cas dans les semaines à venir à travers la commission auxiliaire de protection civile. D'abord pour procéder à leur recensement, parce qu'effectivement je rappelle que les salles de jeu également sont réglementées et souvent c'est des salles de jeu en tout cas qui ont une autorisation du gouverneur de la région. Donc nous allons procéder à le recensement, vérifier en tout cas les salles de jeu, en tout cas qui ont cette autorisation légale de monsieur le gouverneur de la région. En tout cas, les autres, malheureusement, qui ne respectent pas les normes, en tout cas, seront, en tout cas, avec, par arrêté préfectoral, seront fermés. On demandera effectivement aux différents commissaires compétents l'application de cette mesure qui sera prise, Inch'Allah. Oui, directeur, je vous le disais, vous venez de suivre donc l'adjoint au préfet de Pikine. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que chef d'établissement, en tant qu'inspecteur de l'éducation, donc général de l'éducation, donc qu'est-ce que vous pensez donc de ça? C'est un problème que j'ai connu, que nous connaissons de tout temps, depuis que j'étais au lycée Ngalandou Diouf, et qui nous a toujours posé problème. Les parents se sont toujours plaints, mais apparemment il n'y a pas de solution. Parce que dire qu'on va fermer les salles non autorisées et laisser les salles autorisées, ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est de savoir si oui ou non ces salles-là doivent être laissées dans l'environnement scolaire. Et voir si vraiment il y a un intérêt pour les élèves par rapport à cela. Je pense que ce n'est pas un problème d'autorisation, c'est un problème de décision à prendre. Disant que ces salles de jeu gênent l'environnement scolaire et poussent les élèves à fuir les cours. Je vous ai dit tout à l'heure que des parents viennent à 8 heures, laissent leur enfant devant l'école, et l'enfant n'entre pas en classe et va directement à la salle de jeu. Les salles de jeu n'ont pas de place dans l'environnement scolaire. J'aimerais réagir par rapport à cela. Parce que pour moi aussi, si vous décelez ces genres d'élèves-là, vous devez convoquer les parents. Parce que ces élèves aussi ont besoin d'être suivis. Parce qu'il ne suffit pas qu'un élève qui est déjà addict ou accro, comme on dit, au jeu, qu'il puisse facilement se défaire de cela. Il a besoin d'être suivi pour pouvoir se départager de cette addiction-là. Donc si vous remarquez qu'il y a un élève qui non seulement ne vient pas au cours, mais qui est addict au jeu, il faut le signaler aux parents pour que ce dernier puisse prendre ses responsabilités et l'amener vers les personnes compétentes pour pouvoir le suivre. Et moi je dirais plutôt qu'il faudrait les signaler au niveau des CAOSP, les centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle, où il y a des professionnels qui sont donc en même donc de vraiment gérer ce genre de situation. Parce que vous l'avez dit, il y a la prévention, il y a la gestion, mais il y a l'après également. Donc une prise en charge une fois que l'enfant est atteint, n'est-ce pas? Et vous allez me permettre donc d'introduire au moins notre dernier élément du jour. En ce début d'année scolaire, beaucoup d'établissements ont été confrontés à un déficit criard de table-banc, occasionnant même quelques mouvements d'humeur. Face à cette situation, l'IA de Dakar, sous l'impulsion de Mme Dadoba, a réussi à récupérer toutes les carcasses du SEM Anne-Mariste avec les élèves du gouvernement scolaire. Ce projet a été surtout réalisé grâce à la contribution physique des parents d'élèves qui exercent des métiers de la menuiserie. Il y a aujourd'hui des artisans qui sont là pour accompagner les élèves, garçons comme filles, pour dire comment on peut prendre une pince, comment identifier un vice devant des tables bancs en mauvais état, comment faire le diagnostic et quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir remettre à neuf ces tables bancs. Vous l'avez constaté de visu, l'expérience est en train de se faire. Aujourd'hui, c'est le premier pas. Mais demain, nous voudrons que ce soit une opération de plus grande envergure qui va concerner tous les lycées, tous les collèges et même toutes les écoles élémentaires parce que dans chaque établissement, dans chaque école, il y a un cimetière de carcasses. Ce que je peux dire, c'est que quand nous lançons des appels d'offres, nous tournons autour de entre 7 000 et 10 000 tables bancs que nous achetons tous les ans. Il faut dire qu'il y a 3 ans, 4 ans, on achetait jusqu'à 50 000 tables bancs. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué, donc nous sommes obligés de voir comment faire pour essayer de retourner aux anciens chiffres. Donc
c'est la raison pour laquelle le projet de réhabilitation du mobilier scolaire des tables bancs vient vraiment à son heure, puisque ça nous permet de toucher à peu près 40 à 50 000 tables bancs qu'on remet dans le système tous les ans. Je n'imaginais pas que ce serait aussi facile. Les cimetières de tables bancs, c'est fini maintenant au CEM Anne-Mariste. À partir de maintenant, les maintenances seront régulières et plus préventives. Nous allons faire le tour des classes, sensibiliser les élèves sur la préservation de notre matériel scolaire, les pousser à vérifier régulièrement leurs tables bancs et à resserrer les vis qui ne tiennent plus. Nous avons acheté des trousseaux d'outils, des vis et des écrous pour les accompagner dans cette maintenance. Avec ce projet, ADEM Dakar a solutionné un problème qui nous hante depuis l'implantation de cet établissement. Eh oui, félicitations encore à M. Ngari Faye, l'IA de Dakar, et surtout à Mme Dadoba, qui est l'initiatrice donc de ce projet-là. Donc, maintenant, nous arrivons au terme de notre émission. Et je vais vous laisser dire en 30 secondes chacun un dernier mot avant de nous quitter. Oui, Madame Camara. Je pense que je vais terminer par un mot. C'est la responsabilisation. Aussi bien au niveau de l'élève, des enseignants et des parents. Donc, chacun devrait savoir le rôle qu'il a à jouer pour encadrer l'élève même, qui devrait être même au centre. Merci beaucoup. Il faut bien l'applaudir. Notre psychologue conseillère, et M. Ndiaye donc a bien eu raison de nous envoyer Mme Deyversi Kane, qui est d'abord sociologue avant d'être psychologue conseillère. Merci beaucoup encore. Oui, votre dernier mot, monsieur le directeur? Mon dernier mot, c'est à l'endroit des parents. Je leur dirais d'être un peu plus vigilant par rapport à l'enfant, de vérifier les sacs des enfants, d'entrer dans les chambres des enfants quelquefois pour voir, et aussi de passer très souvent à l'école pour s'informer. Oui, mesdames et messieurs, chers publics, chers invités, je vous remercie, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre numéro de votre émission Histoire d'école.